Voilà l'histoire de Clara. Clara était caissière. Elle travaillait depuis 10 ans au supermarché de sa ville. C'était ce qu'on appelle une moyenne surface de centre-ville. Avec 1400 € par mois et 45 heures par semaine, un loyer de 650 €, elle avait, comme on dit, bien du mal à joindre les deux bouts. C'était bien la peine d'avoir fait des études de droit jusqu'à 32 ans. Alors elle faisait des petits boulots, en plus. Ménage, garde d'enfants par exemple, tout ce qu'elle trouvait. Son copain était au chômage et ne vivait pas avec elle. Elle n'aurait jamais imaginé qu'un jour, elle serait ministre. Tout ça grâce ou à cause de la crise sanitaire de mars 2020. Coronavirus. Attention, être ministre en 2021, ce n'était pas comme être ministre en 2019. Pas de voiture de fonction, pas de chauffeur, une indemnité, pas un salaire. Certes, un logement de fonction, mais à la campagne et bien équipé en informatique pour qu'elle puisse travailler chez elle. Quand elle avait accepté le poste, une des conditions était de partir en Ardèche, dans un petit village, afin d'éviter la promiscuité parisienne. Elle était ministre des restrictions. Assez vite après l'apparition du virus, les caissières et autres employés des supermarchés sont devenus des héros. On y voyait des queues de plusieurs dizaines de mètres, car on rentrait un par un. Il fallait faire face avec sérénité, car les clients n'étaient pas patients. Et comme elle était très sérieuse et faisait son travail avec cœur et ardeur, elle a été désignée comme gérante, quand la gérante est tombée malade. Très vite, elle a réorganisé les choses. Tout d'abord, pour éviter les queues interminables, elle avait demandé au maire de diviser le moment des courses par quartier et par profession. Elle avait limité l'achat de certains produits, afin qu'il y en ait pour tout le monde. Les achats des clients étaient enregistrés sur un ordinateur, et grâce à une application créée par son copain, l'ordinateur signalait si les gens accumulaient certains produits. Au début, ça n'avait pas été de tout repos. Certains s'énervaient lorsqu'ils devaient remettre en rayon certains produits. Dans ce cas, ils étaient expulsés vivement par les vigiles. En quelques jours, un climat très serein s'était installé, et tout le monde y trouvait son compte. Évidemment, le maire, qui venait d'être réélu, a fait venir les chaînes de télévision pour s'attribuer le succès de cette organisation. Mais grâce aux réseaux sociaux et aux copains de Clara, on a vite su qu'il n'y était pour rien. 2 mois plus tard, le confinement durant, Clara a été convoquée à l'Élysée. On avait décidé d'une réorganisation totale du gouvernement, car plus rien ne pouvait fonctionner comme avant. Il fallait changer de modèle, et les gens comme elle, qui connaissaient le terrain, étaient mieux à même de le faire. Ce n'était pas qu'en France, le monde entier faisait face à la même crise, et les dirigeants n'avaient pas le choix, changer ou disparaître. Clara était installée non loin de Vallon-Pont d'Arc, une jolie maison bien restaurée, équipée correctement. Son copain, Édouard, était venu avec elle. Il avait été embauché pour s'occuper d'informatique. C'était un équipement de pointe, il avait dû faire un stage pour bien le connaître. Ils avaient un grand terrain, avaient installé un potager, un poulailler, quelques lapins, une chèvre pour avoir un peu de lait. Il faut savoir qu'on avait limité les importations de denrées alimentaires, sauf pour les produits qu'on ne trouvait pas chez nous. Et pour éviter la pénurie alimentaire, nombreux sont ceux qui étaient partis loin des villes et avaient installé un potager. En effet, une grande partie des emplois se faisaient en télétravail, et quand les collègues se rencontraient, c'était pour des réunions de mise au point. On pouvait travailler à son rythme et se voir pour les loisirs. Les gens qui avaient des emplois nécessitant une présence étaient mieux payés, avaient transport et logement gratuit. Les villes s'étant vidées à peu près de moitié, il y avait de la place. Les grandes surfaces avaient disparu. De nombreuses ventes avaient lieu régulièrement dans des grands hangars, 2 ou 3 fois par semaine, où les gens apportaient ce qu'ils avaient en trop. Il y avait de l'argent, bien sûr, mais on s'efforçait plutôt de faire des échanges. Tous ces commerces étaient connectés à un réseau informatique, et le ministère de Clara était donc informé des produits qui circulaient et était chargé d'éliminer ceux qui étaient totalement inutiles. C'était donc son travail, et une tâche assez délicate, qui pouvait susciter bien des mécontentements. Évidemment, elle ne décidait pas seule. Elle centralisait les décisions, et les décisions se faisaient par référendum. Il ne s'agissait pas d'obtenir 50%, mais de mettre un maximum de gens d'accord, 70 à 80% suivant les produits. Quand un produit était éliminé, on ne le fabriquait plus et on gardait les emplois pour quelque chose de plus utile.
La phrase la plus courante que l'on entendait avant ce changement, c'était « On n'est pas contre, mais c'est compliqué ». Alors que ce qui était compliqué, c'était l'économie d'avant, qui n'existait que pour enrichir quelques-uns aux dépens de milliards d'autres. Mais la donne n'était plus la même. On s'est aperçu que les gens indispensables n'étaient pas ceux qu'on croyait, que les industries indispensables n'étaient pas celles qu'on croyait. La maladie avait atteint aussi bien les riches que les pauvres. Et quand un gros industriel disparaissait, ça n'empêchait pas ses usines de tourner. Ce qui bloquait tout, c'était l'impossibilité d'aller travailler pour les ouvriers et employés. La mise en place de cette nouvelle économie s'est faite finalement assez rapidement et assez tranquillement. Il n'y a pas eu vraiment de révolution. Personne n'avait le cœur à se battre. Les besoins des gens avaient progressivement changé, car ce qui était devenu essentiel, c'était la survie, celle de la planète et celle de ses habitants, humains comme animaux. On avait beaucoup appris des théoriciens comme Fourier, ou des expériences de Godin, avec son familistère de Guise. Voir l'article sur le familistère dans Wikipédia, par exemple. Après un mois de confinement, il y a eu de nombreuses émissions à la radio et à la télévision qui nous expliquaient comment on allait pouvoir repartir, quand ça serait terminé. Mais dans ces émissions, on parlait surtout de bourse, de croissance, de PIB. On n'imaginait pas que ça pourrait être différent. Ça me fait penser aux inventions. Par exemple, l'automobile, les premières voitures. Ce sont des voitures à chevaux avec un moteur. Il a fallu du temps pour les concevoir différemment. J'ai même l'exemple d'un des premiers moulins à café électrique. C'est un moulin mécanique auquel on a ajouté un moteur. Je ne sais pas si on le voit là. Sauf que de nos jours, on a toutes les technologies pour progresser autrement. Surtout que pratiquement plus personne ne veut recommencer comme avant. Donc le monde avait changé. Et ce, malgré les injonctions des grands groupes et des grands patrons. La notion même de pays ou de patrie n'avait plus grand sens. La notion de commune, par contre, avait repris tout son sens. On s'organisait par quartier, puis par commune, puis par rassemblement de communes. On choisissait des représentants, pas pour un temps défini. Ils restaient tant qu'ils apportaient quelque chose. Ce n'était pas leur métier. De toute façon, il était impossible de s'enrichir. L'argent servait à certains échanges, mais on ne pouvait pas l'accumuler. Les communes ou associations de communes essayaient d'être autonomes et de se suffire à elles-mêmes. Le commerce était uniquement pour se procurer ce qu'on ne pouvait pas produire et ne pouvait en aucun cas servir à s'enrichir. Mais c'était loin d'être un retour au Moyen-Âge. Au contraire, la recherche avançait à grands pas, car on avait éliminé l'idée de concurrence qui tuait le progrès. Les études étaient financées, on construisait des robots pour les tâches difficiles, les ordinateurs étaient fabriqués pour durer, on distribuait aux gens des imprimantes 3D pour réparer les machines défectueuses. Ce n'était pas non plus un retour au stalinisme ou à des dictatures ayant déjà existé. On connaissait le problème et on n'était pas tombé dans le piège. De nombreux chercheurs, des philosophes, des sociologues, les psychiatres, les psychanalystes et d'autres s'étaient engagés à servir. Le temps de travail avait énormément diminué. Le temps libre était consacré à la lecture, les arts, le jardinage, le bricolage et autres activités ludiques ou productives. Il n'était donc plus nécessaire de partir en vacances. On voyageait, certes, pour connaître d'autres façons de vivre ou pour voir sa famille éloignée, mais on avait tenu avant tout à être bien chez soi, dans son environnement. Les voyages lointains s'étaient réduits au nécessaire. Le peu d'avions qui circulaient était devenu très performant. Il subsistait cependant des problèmes de taille. Il fallait par exemple des matériaux rares pour les ordinateurs ou les téléphones portables. Mais comme ceux-ci étaient fabriqués pour durer, ça limitait le problème. Et surtout, on payait très bien ceux qui extrayaient les minerais. On peut dire que la vie s'était bien améliorée sur Terre. C'était loin d'être parfait, il y avait encore des conflits et des problèmes. On n'efface pas d'un coup de gomme des milliers d'années de civilisation. Mais on était simplement sur la bonne voie, et évidemment, on faisait tout ce qu'il faut pour éviter la propagation des virus, car c'était la plus grande peur.